Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur El Maralebia. Quel plaisir de vous retrouver sur ce nouveau numéro, pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus, merci pour votre fidélité. Ça lui arrive souvent, pas assez souvent, mais en tout cas, il se donne à cet exercice, le président algérien Abdelmadjid Tebboune, donc c'est donné à l'exercice d'une interview. Enfin, on va essayer de comprendre s'il s'agit réellement d'une interview, pas loin d'1h45 d'échanges avec des journalistes de la presse nationale, diffusés, non en direct. Ça, c'est un point important aussi dans le cadre de cette interview. On va revenir sur la forme, notamment avec nos invités. Pourquoi est-ce que le président algérien ne se donne jamais à cet exercice en direct, comme le font la plus grande partie des chefs d'État de ce monde? Pourquoi, encore une fois, il faut enregistrer et diffuser derrière? C'est une question importante, notamment de transparence et aussi de crédibilité, puisque avec notamment, encore une fois, cette interview, on a un président ici algérien qui revient sur son bilan plutôt positif. Est-ce qu'il est en route pour 2024? Il revient aussi sur des éléments importants, toujours cette Hissaba, ce complot en 2023. Il s'est longtemps attardé sur ces sujets, alors que peut-être que d'autres sujets plus importants doivent être évoqués, notamment l'avenir de la jeunesse, les développements économiques, des éléments précis, des chiffres, des échéances, des perspectives, comment il compte mener à bout ce dont il a notamment évoqué politiquement, économiquement. On va y revenir avec nos invités. Et puis quand on parle aussi de complot, de Hissaba, de traître au peuple algérien maintenant depuis plusieurs années, où est la stabilité du pays? Qui sont-ils? Pourquoi est-ce que le pouvoir algérien, pourquoi est-ce qu'Abdelmadjid Tebboune n'arrive peut-être pas à mettre un nom dessus, afin effectivement d'éradiquer toujours ces termes de complot et de Hissaba? Donc on va y revenir avec nos invités, et tout au long de cette semaine, on prendra le temps, dans le cadre de nos émissions, notamment de consacrer un certain nombre de temps pour revenir et décortiquer un peu sur cette interview, cet échange qu'a donné donc le président algérien hier soir à quelques journalistes de la presse nationale. Ce sont des journalistes sélectionnés, bien évidemment, enregistrés et diffusés derrière. Il faut savoir qu'en général, les journalistes, c'est très rare sur ce genre d'interview, en tout cas, qu'une chaîne de télé vraiment accepte l'enregistrement et la diffusion derrière. Ce qui compte, c'est vraiment que le téléspectateur vive, les téléspectatrices, les citoyens, les citoyennes, notamment ici, donc les Algériens, les Algériennes, puissent vraiment vivre en live le moment. Voilà, comment va se situer l'interviewé. Donc le président algérien sera-t-il déstabilisé? Quelles sont les questions qui lui ont été posées? Donc on va revenir sur un certain nombre d'éléments avec nos invités. Alors nous avons, pour en parler ce soir, Jamel Gessoum est avec nous, fut candidat aux élections, directeur notamment de chercheur et directeur dans un centre de sociologie à Paris. Bienvenue Jamel Gessoum, bonsoir. Alors, je n'ai pas de retour, peut-être que vous êtes en mute, ou alors peut-être que nous avons un souci technique. Est-ce que vous m'entendez là? Ah, très bien, voilà, là je vous entends. Très bien, merci pour l'invitation, Chaban. Et toujours un plaisir que de participer, même si c'est parfois très sportif, et je n'attends que cela. Voilà, interview à la presse, Tebboune, donc en route pour 2024. Jamel Gessoum, vous êtes aussi homme de médias, je le rappelle. D'abord, dans la forme, est-ce que vous comprenez, vous acceptez en tant que citoyen algérien, vous vivez certes à Paris, en tant qu'aussi homme de médias, est-ce que vous comprenez qu'un homme politique, puis d'une telle envergure tout de même, parce que c'est quand même un chef d'État, se donne pas à cet exercice en direct maintenant depuis plusieurs années? On n'a jamais eu un président algérien qui s'est donné en direct devant des plateaux de télévision à des interviews. Oui, alors, ceci de manière générale, et je l'ai dit et redit à plusieurs reprises, moi j'estime qu'à partir d'un certain moment, lorsqu'on atteint un certain niveau
un niveau politique, qu'il s'agisse du président de la République ou même des ministres, j'ai toujours assez mal compris pourquoi et dans quelle mesure il ne serait pas possible de faire, alors peut-être pas tout le temps, mais au moins de manière régulière, des réunions de presse, non seulement avec les journalistes locaux, nationaux, algériens, mais aussi avec la presse internationale, et que ce soit en direct. Je ne l'ai pas toujours compris, non seulement pour le président de la République, mais pour l'ensemble des ministres algériens, comme si ce serait quelque chose de très très compliqué. Si nous arrivons à le faire à la place qui est la nôtre, pourquoi ne pas le faire à un niveau qui est le leur? Jamel Guessoum, ce président de la République aujourd'hui, vous en avez vu certainement quelques extraits. D'un point de vue général, vous l'avez senti comment? Vous l'avez senti plutôt crédible, convaincant? Alors il y a cette forme tout de même qui en dit long, lorsqu'on est en rediffusion, en diffusion, on n'est pas enregistré, donc ça pose quand même des questions de crédibilité. On va évoquer quelques points de contenu dans quelques instants, mais quelques temps après son investiture, vous l'avez trouvé comment hier notamment? Alors moi je l'ai trouvé tout d'abord, même si c'était effectivement, ça n'était pas en direct, moi je l'ai trouvé assez, je dirais, sincère. Encore faut-il savoir définir ce qu'est la sincérité en politique, ça c'est un autre sujet. Mais je l'ai trouvé sincère, en tout cas, avec des positions surtout sur les questions internationales, assez, je dirais, assez ferme. Et donc, j'ai senti un président de la République qui, sans détour, disait des choses, peut-être de manière très populaire. Je sais qu'on lui reproche souvent d'avoir un langage populaire, mais je l'ai trouvé tout à fait à l'aise dans ses baskets, dans des positions fermes, aussi bien sur la question du Niger que d'autres questions. Je l'ai trouvé tout à fait sincère, avec des positions qui me semblent correspondre en tout point à l'idée que je me suis toujours faite du président de la République. En l'occurrence, je l'ai trouvé tout à fait crédible. Mais pas sur l'intérieur. L'intérieur, c'est encore autre chose. Là, c'est un gros problème. Mais sur la question de la politique étrangère, je l'ai trouvé tout à fait convaincant. On va évoquer bien sûr dans quelques instants la politique intérieure du pays. Juste peut-être aux téléspectateurs, puisqu'on va essayer d'évoquer ensemble cette crédibilité aussi qu'il a pu donner, évoquer parfois qui font déjà plutôt réagir notamment sur les réseaux sociaux. Certains observateurs, analystes reviennent notamment sur ces réponses. D'abord, on lui reproche aussi, je vais vous laisser aussi réagir là-dessus, Jamel Guessoum, dans quelques instants. On lui reproche aussi peut-être d'avoir ce manque de cohérence, manque d'éléments, de chiffres aussi, notamment sur la construction de ce chemin de fer qui devrait arriver à hauteur de 6000 km par exemple. Entre autres, il y a une vraie vision différente, une analyse différente de plusieurs observateurs. Alors voilà, donc tout de même, concernant les mesures mises en place pour faire face donc au feu, il a bien sûr, il a transmis encore une fois ses condoléances, mais il dit clairement: nous avons essayé autant que faire se peut d'acquérir un grand bombardier d'eau, mais ce type de matériel n'est pas disponible sur le marché international. Nous avons aussi examiner la possibilité de transformer plusieurs avions militaires en avions. Il a rendu hommage, je vous le disais, donc aux martyrs, et il a réitéré encore une fois le fait vraiment d'avoir mis tous les moyens nécessaires. Il a affirmé qu'en dépit de tout ce qui se dit, l'épreuve, je cite, douloureuse par laquelle est passée l'Algérie en 2021 suite au feu de forêt ayant ravagé plusieurs wilayas, lui a permis de réduire donc le nombre de victimes ainsi que les délais d'extinction des incendies. Alors il faut savoir qu'en 2021,
Les chiffres officiels, c'est autour d'une centaine. Selon les réseaux sociaux et les familles meurtries, etc., on est autour des 250. L'année dernière, c'est une quarantaine. Cette année, on compte 34 victimes officielles. Voilà, on lui reproche aussi peut-être son manque de clarté sur l'approvisionnement en eau, puisqu'il a indiqué que la production de l'eau en Algérie atteindra, après l'achèvement de la réalisation des stations de dessalement programmé, l'équivalent de 1,4 milliard de mètres cubes, donc de quoi vraiment améliorer l'approvisionnement du pays notamment. Et puis notamment, vous le disiez Jamel Guessou, mais on va en parler sur le plan international, il a effectivement réaffirmé la nécessité du retour de la légitimité constitutionnelle. Il a réaffirmé, il a dénoncé ce coup d'État. Et quand on sait qu'en Algérie, tout de même, il y en a eu des coups d'État où le pouvoir ne s'est jamais remis en question, eh bien, ça fait aussi polémique. Jamel Guessoum, réaction maintenant un peu sur la crédibilité, le contenu. Si on prend l'exemple de ces feux, voilà, d'un côté, on a un président qui vit des drames, puisqu'il est algérien, il est en Algérien, il est président algérien. Le peuple algérien a vécu les drames de 2021, de 2022, de 2023. Peut-être que le nombre de morts ne sont pas les mêmes, mais c'est exactement pareil, puisque c'est un drame cette année qui ne s'explique pas, qui est inexcusable et surtout injustifiable, puisque l'Algérie, le pouvoir algérien a eu le temps depuis maintenant 2 ans de se préparer, depuis 1 an, ne l'a pas fait. Voilà, on lui reproche sur le contenu quand même, voilà, parfois de dire des choses qui ne sont pas réelles. Comment vous expliquez notamment ces réponses ? Alors, vous avez, Chahban, abordé 5 thématiques et je vais les dérouler une par une et dans l'ordre chronologique. Vous avez tout d'abord parlé du manque de cohérence du président de la République sur certains chiffres. Moi, je pense qu'un président de la République, ce n'est pas un technicien, c'est un homme politique qui impulse une politique nationale, internationale et avec des directions. Donc, d'abord, sur le premier point, sur la question de la cohérence. Sur la deuxième question qui était la vôtre sur la question des moyens par rapport, et vous l'avez dit vous-même, sur le fait que l'Algérie n'avait pas pu accéder à l'achat de Canadair, etc. Effectivement, cette question se pose et est tout à fait problématique puisque entre 2021 et maintenant, il y avait quand même 2 ans. Il avait parlé d'ailleurs de peut-être s'en procurer au Chili et comme vous l'avez dit très justement, de transformer des avions militaires en Canadair. Donc oui, là c'est effectivement problématique, surtout que entre 2021 et 2023, il y a quand même 2 années. Alors je ne suis pas un technicien, je me trompe peut-être qu'il y a quand même le temps de faire des choses. Vous avez abordé en 4e point, Chahban, la question de l'approvisionnement en eau. J'aimerais juste préciser qu'il y a plus d'une dizaine d'usines de dessalement d'eau qui ont été mises en place depuis à peu près 1 an et 4 mois. Sont-elles opérationnelles? Je ne saurais le dire, mais en tout état de cause, cette question a été non pas réglée, mais en tout cas abordée de manière pragmatique par l'achat d'usines de dessalement d'eau. Vous avez abordé en 5e point la question, et vous l'avez dit vous-même, que le président de la République a rappelé à la question de la constitutionnalité et de ce qui se passe actuellement au Niger. Vous avez aussi précisé, alors c'est un peu une intervention universitaire, mais je suis obligé de procéder de la sorte, mais vous avez abordé là aussi l'écart ou la cohérence entre ce que le président de la République ferait en Algérie ou ce qui se fait depuis longtemps sur la question de légitimité et autres. Vous avez utilisé le terme de légitimité. J'aimerais dire qu'il ne faudrait peut-être pas mélanger les sujets. Sur une question du Niger, il était important qu'il intervienne parce que nous avons quand même des frontières communes avec le Niger. On a déjà assez de problèmes avec la Libye, là aussi avec le Mali, dans le Nord Mali, pour rajouter sur la question du Niger. Donc, on peut très bien ne pas être crédible dans ce que l'on fait dans son propre pays, mais on n'est pas forcément non crédible lorsqu'on a une internationale.
Voilà un peu le déroulé, comment je souhaitais répondre. Oui, on va y revenir, bien sûr. Le but, c'est pas de lui reprocher d'en parler, mais c'est surtout un peu de voir un peu la réalité du terrain. Alors, bien sûr, ça n'engage que qu'Abdelmajid Tebboune, hein, mais quand il dit, qu'il dit clairement qu'en dépit de tout ce qui se dit et qui revient sur cette douloureuse épreuve de 2021 et que cette année, l'Algérie a vraiment fait le maximum, alors qu'on sait quand même que depuis maintenant 48 mois, depuis 2 ans, il n'y a pas eu de Canadair, il n'y a pas de plan Orsec, etc. On en a longuement parlé. C'est un peu ça aussi ce qu'on lui reproche. Alors on vient de nous rejoindre Tariq Braïq. Bonsoir, cher Tariq universitaire. Merci d'être avec nous. Bonsoir à vous. Merci, cher Tariq, d'être avec nous. Peut-être d'abord, vous êtes en Algérie. Merci d'être parmi nous. D'abord sur la forme, vous avez certainement suivi la diffusion de cette interview du président algérien. Vous êtes jeune aussi. On vit du live aujourd'hui. Ce qui est important, c'est vraiment que le monde se vive à l'instant T. C'est pas un peu, je sais même pas si c'est le mot dépassé, parce que d'ailleurs, fut une époque, c'était surtout du live beaucoup. Maintenant, c'est vrai qu'en Algérie, le président algérien ne se donne jamais à une interview en direct. Pourquoi? Est-ce qu'il a peur vraiment d'être face à des questions qu'il ne maîtrise pas? C'est aussi pour recadrer les journalistes, parce qu'on connaît cette problématique de liberté de la presse, et pour que les choses elles soient camouflées, arrondies. Quelle est votre perception? Tout d'abord, oui, comme vous l'avez souligné, sur le plan technologie est en développement permanent. Donc aujourd'hui, on peut faire des interviews, bien des communications avec son peuple en live, et ça veut dire à la minute même. Malheureusement, aujourd'hui, en Algérie, on continue toujours de faire des communications avec le peuple. On enregistre ces communications afin de sélectionner les questions de l'heure et les questions qu'on doit aborder. Cela relève toujours de la peur de communiquer directement avec le peuple, parce que aujourd'hui, les citoyens savent exactement ce qui se passe en Algérie. Ils savent que le pays est en dégradation permanente en termes de liberté, en termes des conditions de vie. Nous sommes dans une triple impasse politique, économique et sociale. Donc aujourd'hui, les tenants du pouvoir continuent à communiquer avec le peuple dans les multiples diversions. Et ils ne touchent pas l'essentiel des questions. Alors apparemment, on a un petit souci de connexion avec vous, cher Tariq Braïq. On va essayer de vous recontacter peut-être par Skype ou par téléphone. Jamal Gessoum, la question aussi effectivement internationale, on va essayer de revenir un peu notamment sur le Niger. La position, elle est tout de même ambiguë aujourd'hui. Vous la voyez comment? Dernièrement, donc, on a effectivement un chef d'État via l'APS qui dit clairement, c'est le communiqué de la présidence du ministère des Affaires étrangères, on dénonce le coup d'État, l'ordre constitutionnel. Mohamed Bazoum, président légitime, doit revenir aux commandes. Et d'un côté, on a Saïd Chengreha, chef d'état-major, qui est au même moment en Russie. Vous la voyez d'abord comment, cette position algérienne aujourd'hui? Oui, juste pour clore en 10 secondes le sujet précédent, vous aviez évoqué la question du choix des journalistes lors des conférences de presse du président de la République. Choisi, bien évidemment, il n'existe pas un président de la République, quel qu'il soit, qui ne va pas choisir
ses interlocuteurs. Je crois que c'est une question de communication moderne, évidemment. On choisit, comme le président Macron va choisir tel ou tel journaliste, ou va accepter ou refuser tel ou tel journaliste. D'ailleurs, la preuve, c'est que RT avait été interdit du palais de l'Élysée il y a à peu près 2 ans. Donc, le choix appartient au président de la République. Maintenant, sur votre question, elle est intéressante parce que... c'est pas si simple. C'est pas en général. Enfin, en général, ce qui se passe aussi, c'est que une direction de communication, les attachés de presse essayent tout au long de l'année de créer un équilibre entre tel et tel média. Enfin, si vous constatez en France, par exemple, les chefs d'État, les ministres font tous les médias, essayent de jongler entre un média et un autre. Mais bon, là, ce qu'on reproche surtout un peu, c'est vraiment, on n'en est même pas à la question du choix. C'est surtout qu'à un moment donné, que les Algériens et les Algériennes puissent vivre l'événement. On connaît l'adrénaline de vivre et d'être en attente et de ne pas savoir que son président a donné une interview 24 heures et 48 heures avant et que c'est déjà sous les... Voilà, donc c'était ça un peu plutôt ça un peu la question. C'était vraiment dans le fond. Jamel Guessoum, le Niger. Alors le Niger, vous avez utilisé un mot qui est tout à fait intéressant dans l'analyse que l'on pourrait se faire de la situation au Niger. Vous avez utilisé, Chahben, le mot ambigu. Ce que vous définissez, vous, comme étant ambigu, est d'une clarté limpide pour ce qui me concerne, et je vais dérouler mon propos. Vous dites que d'un côté, l'Algérie, par le biais du ministère des Affaires étrangères et du président de la République, déclare que ce renversement de situation, dont certains appelleront ça putsch, coup d'État, est dénoncé par l'Algérie sur la question de la légalité, mais qu'à côté de cela, le président, en tout cas l'Algérie, mènerait des actions qui ne seraient pas tellement cohérentes par rapport à ces déclarations. C'est en tout cas ce que j'ai compris de votre question de manière in fine. Moi, j'aimerais dire que ce que vous considérez comme étant ambigu est d'une clarté limpide. C'est-à-dire que l'Algérie, depuis les années 60, a une politique un peu d'équilibriste, c'est vrai, mais et c'est le même cas pour l'Ukraine, où évidemment, elle va tenter, et encore là de manière beaucoup plus légitime, à pouvoir intervenir en tant que médiateur, mais pour pouvoir intervenir en tant que médiateur sur la question du Niger, elle est obligée de faire 2 choses, de ne froisser aucune des parties. C'est ce qu'elle a fait avec l'Ukraine, d'autant plus que nous avons des frontières communes. Et par conséquent, cet exercice d'équilibriste n'est pas simplement du fait du président de la République. Cet exercice d'équilibriste, est-ce qu'à un moment donné, il ne définit pas une certaine instabilité ? Je le disais tout à l'heure, au même moment où les ministres, les chefs d'état-major sont dans leur pays en train d'essayer de travailler, de prendre des positions, etc. On a d'un côté un chef d'État, Abdelmadjid Tebboune, qui dénonce des choses, et d'un autre côté, on a un chef d'état-major qui se rend en Russie. Alors, on sait aujourd'hui la position de la Russie avec le Niger. D'ailleurs, on a vu le peuple scander clairement abat la France, abat tel pays, vive la Russie. Merci d'avoir... Est-ce que c'est pas signe d'instabilité ? Alors, Chahben, merci d'avoir reposé cette question en ces termes. J'aimerais juste vous dire que dans votre propos de journaliste, bien évidemment, vous mettez en évidence le fait que le chef d'état-major soit en Russie et que ce soit le président Tebboune en Algérie qui en parle. Mais j'aimerais juste rappeler que si vous aviez déroulé le timing, vous sauriez que le putsch où le coup d'État s'est déroulé le 26 juillet et le chef d'état-major est parti en Russie le 27 juillet, donc le lendemain. Donc il n'est pas incohérent, et c'est pour ça que la question de la cohérence, elle s'impose aussi à nous dans les déroulés que l'on fait. Ça veut dire quoi? Pour vous, la position, en tout cas la position de l'Algérie, notamment sur ce qui se passe au Niger, elle est claire? Elle est non seulement claire, mais elle est aussi... Et surtout, moi c'est mon regard universitaire qui le dit, elle est surtout utilitaire. Utilitaire parce que tenter de demander à la France ou d'autres pays de jouer les médiateurs dans ce qui se passe en Ukraine et avoir une crédibilité avec la Russie, ça ne fonctionnera jamais. Et donc l'Algérie a cette position où, au Niger, il déroule le drapeau algérien, je pense que vous le savez, et que d'un côté, la position officielle de l'Algérie est de dire que ce n'est pas constitutionnel. Et par conséquent, elle peut jouer ce rôle de médiateur. Quelle serait l'utilité d'un pays
l'Algérie ou autre, que de prendre une partie à droite ou à gauche et de ne pouvoir rien faire. Et c'est pour cela que je qualifie cet exercice d'équilibriste de tout à fait utilitaire, utile pour la communauté internationale. Tarek Braï qui vient de nous rejoindre à nouveau. D'abord, on va avancer sur les éléments dont on vient d'évoquer avec Jamel Gessoum, cher Tarek Braï, mais d'abord d'un point de vue pareil général, on a quand même une Algérie au pouvoir qui dénonce ces coups d'État, qui souhaite le retour de l'ordre constitutionnel. Si on parle des coups d'État, c'est l'histoire qui le dit clairement. Les actes sont là. En 1962, il y a déjà le gouvernement provisoire qui subit un coup d'État, l'arrêt du processus démocratique aux législatives de 90. Ou alors même le Hirak qui subit aussi un coup d'État en 2019. Quand vous avez un pouvoir, le pouvoir algérien, qui appelle justement à dénoncer ces coups d'État au retour de la légitimité de l'ordre constitutionnel, alors qu'on sait très bien qu'en Algérie, tout ça, c'est loin d'être blanc comme neige. Maintenant, en tant qu'État, c'est pas légitime qu'un État lance l'appel de la légitimité, car les États sont fondés d'une manière démocratique. Donc, si on parle de l'égalité, de légitimité, c'est tout à fait normal. Mais en revanche, quand on voit que notre pays est fait de coups de force permanents depuis 1962, il y a une paradoxalité dans tout cela. En revanche, quand on voit la position de l'Algérie sur le plan international, aujourd'hui, il y a une petite position assumée depuis ce mois, surtout après la candidature de l'Algérie au BRICS. Donc aujourd'hui, l'Algérie ne peut pas décider d'elle-même, mais elle doit décider avec un groupe de pays qui se sont constitués comme un blocus contre l'ordre établi, contre toutes les forces capitalistes et le néo-capitalisme, voire l'impérialisme. Donc aujourd'hui, on ne peut pas être complètement autonome ou bien indépendant de position et de réflexion. Ce qui justifie aussi la position envers le force, le dernier coup de force de la part des militaires, où l'Algérie a appelé, bien sûr, à respecter l'ordre constitutionnel, mais en revanche, elle a appelé aussi à la non-intervention des autres pays. Donc, la non-intervention des autres pays, elle est partagée aussi avec le Mali et la Faso. Et ici, on parle des derniers discours du chef de l'État du Burkina Faso ainsi que le Mali dans la rencontre russo-africaine. Donc, ça justifie le positionnement clair et net de l'Algérie avec le focus de ce nouveau bloc anti-impérialiste. Pour ces réactions. Je vous le disais tout à l'heure, on a été coupé. On a vu une série de questions tout à l'heure. On va écouter quelques sonores dans un instant, notamment autour du complot, autour de la Hissaba. Est-ce que, pareil, en tant que jeune citoyen algérien, est-ce qu'on peut comprendre en Algérie aujourd'hui que, voilà, au moment où le monde bouge, où il y a ces crises aussi à l'international, bien sûr, voilà, il y a des crises dont on parle énormément, hein, certaines beaucoup moins, mais voilà, ça bouge, il y a des conflits, il y a une Algérie aussi qui essaye de bouger, une jeunesse qui sort du bac, d'autres qui malheureusement tentent dès maintenant de trouver chemin vers la Méditerranée pour trouver d'autres solutions. Et là, on a tout de même un président, un chef d'État le complot, la Hissaba, alors qu'on n'a pas spécialement entendu hier
la liberté d'expression en profondeur, les médias, les journalistes. Certains viennent de prendre notamment 8 ans, comme par exemple Brahim La'alami. Il y a des choses qu'on n'a pas entendues. Les haragas aussi, c'est des sujets qui n'ont pas été évoqués à la veille peut-être d'un deuxième mandat. On va écouter d'abord effectivement ici le chef de l'État algérien qui dit clairement que voilà, le peuple a compris un peu ce qui se passait, les complots, etc. محاولات ما تنتهيش محاولات يعني في مش كاع الناس قابلين التطور والتنمية تاع البلاد وتقوية البلاد اقتصاديا وغيرها. ناس تحول بكل القوى نتاعهم باش يخرجوا باش يثيروا غضب المواطن بالعطش ولا بهذه ولا بالكهرباء ولا بغيرها ولا بينما المواطن راه متفهم اليوم متفهم اللعبة القادرة هذه اللي قايمين بها لأن شايف المجهودات اللي مبذولة محليا ووطنيا لحل المشاكل هذه بالأخص المشاكل دائمة. Tariq Braik avec nous, militant politique universitaire. Voilà, je repose rapidement ma question. Hier, on a entendu énormément le chef d'État nous parler énormément de l'armée aussi. La présence de l'armée, elle a été très 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 présente dans cette interview. À peine dans quelques heures après avoir notamment rendu hommage à un certain nombre de personnalités de l'armée populaire dans le cadre de ce 4 août. Qu'est-ce que ça vous inspire, vous qui attendez certainement des moyens, des infrastructures, un pays qui bouge pour sa jeunesse, économiquement parlant, un développement? Donc, comme je disais tout à l'heure, l'Algérie se trouve malheureusement aujourd'hui dans une impasse politique, économique, sociale. Bien sûr, la responsabilité suivante de plusieurs coups de force permanents et de mauvaise gestion et mauvaise gouvernance. Donc, ce qui implique automatiquement la mauvaise place dont se trouve le citoyen aujourd'hui. On n'entend pas le nombre de compétences qui fuient l'Algérie, quand on parle le nombre d'étudiants, quand on parle le nombre de jeunes qui fuient l'Algérie cherchant de jours sous dotation, ça explique d'une manière claire réellement le mal dont se trouve notre pays. Et aujourd'hui, le pouvoir en place ne cherche pas à améliorer la situation du citoyen et ne cherche pas à communiquer avec lui et à savoir exactement, bien à répondre exactement à ses revendications. Certes, sur le plan international, il est en train de chercher à se positionner. Nous, en tant que militants de gauche, qui sont contre le capitalisme et qui sont contre l'impérialisme, certainement on soutient le positionnement de l'Algérie et sa candidature pour le BRICS, mais en revanche, il faut que les tenants du pouvoir renforcent les conditions sur le plan intérieur, notamment la libération de politique et d'opinion, la fin des mesures de répression et des poursuites judiciaires, l'amélioration des conditions de vie, l'amélioration aussi, ou bien du pouvoir d'achat, augmenter le SMIC et plein d'autres facteurs économiques. Si on veut vraiment aller de l'Algérie de l'avant, si on veut vraiment avoir une place dans la diplomatie mondiale. Jamel Guessoum, on vient d'entendre effectivement à l'instant le témoignage, la réaction de notre autre invité, Tariq Braik, qui revient effectivement peut-être sur un chef d'État, une gouvernance sur ces dernières années, depuis qu'il est là, Abdelmadjid Tebboune, malgré qui vante tout de même, ce qui est tout à fait normal. D'ailleurs, en général, un chef d'État vante souvent les mérites de son
programme, mais c'est vrai qu'hier, on ne l'a pas spécialement vu. Je le disais tout à l'heure, il y a énormément, l'armée a énormément été évoquée. Le complot, la Hisaba, pour aller écouter d'ailleurs sur la Hisaba dans quelques instants, sans citer Kissem, c'est des choses qui reviennent souvent, alors que peut-être qu'à la veille de 2024, si c'est son objectif, mais au-delà de ça, aujourd'hui, il y a quand même un pays intérieur qui est en effervescence. On perd énormément de citoyens, citoyennes algériens, algériennes notamment, qui traversent la Méditerranée et qui perdent de la vie. Les études, les hôpitaux, on voit comment l'Algérie a dû faire face, et on souhaite vraiment que ça soit terminé, mais a dû faire face notamment autour de ce drame. On est toujours ému quand on en parle, de ces feux. On l'a senti quand même beaucoup moins proche du peuple sur ces questions-là que sur des choses, encore une fois, qui reviennent souvent. Alors, je vais aborder en perspective deux points préalables que vous avez vous-même mis sur la table. La question de la Hisaba, mais je vais l'aborder sur la question de la sémantique. Vous avez parlé, vous avez indiqué, Chaban, que l'armée était très très présente dans ce qui a pu être vu ou dit. Et je vais terminer par ce qu'a dit votre invité, qui a le courage de dire ce qu'il a à dire d'Algérie, et ça, je dois le reconnaître, et puis qui a été de bon sens. La question de la Hisaba, le mot Hisaba a été dit pendant toute la période de Hirak. Je parle bien du Hirak et pas du Tehrak. Hein. C'est quand même deux choses différentes. Et donc, à partir du moment où le chef de l'État utiliserait ce même mot, ça ne donnerait pas la même connotation, comme si il n'y avait plus de Hisaba. Non, nous parlons de la même, celle qui continue à piller le pays. Sur la question de la présence de l'armée, j'aimerais dire... Non, mais la question, c'est surtout de dire à un moment donné quelle est cette Hisaba, qu'est-ce qu'on met en place pour peut-être l'éradiquer, qui est-elle. Il faut savoir que dernièrement, quand même, c'est une réalité, il y a un certain nombre de généraux qui sont derrière les barreaux. Des ministres qui sont derrière les barreaux aussi, etc., parce que le pouvoir a changé. Donc là, effectivement, est-ce que c'est pas signe aussi de fragilité, d'instabilité, peut-être d'incohérence, voire même de guerre des clans, puisque et puis on rappelle même que avant son élection, Abdelmadjid Tebboune avait dit clairement que qu'il allait mettre fin à tout ça, qu'il savait où étaient ces éléments-là, etc. Très bien. Ce qui n'en retire en rien la connotation qui est identifiée sur la même définition que des gens qui veulent qu'on continue à piller le pays. Vous parlez de généraux, vous parlez de têtes visibles, mais le plus dangereux dans la question de la Hisaba, c'est ceux que l'on ne voit pas, ce sont les administratifs, ce sont les centaines de milliers d'Algériens qui sont dans les administrations et qui continuent à détourner de l'argent. Donc on peut très bien être sur la question du symbole. Le symbole est important, les généraux, parce que c'est facile à identifier, mais ce sont les centaines de milliers d'Algériens qui sont dans les administrations et qui continuent à piller le pays, qui sont problématiques. Deuxièmement, sur la question de l'armée nationale présente, je dirais que l'armée c'est le peuple et le peuple c'est l'armée. Et je ne connais aucune famille en Algérie. Justement, mais qu'est-ce qu'il fait? C'est bien beau de l'entendre, c'est bien de confirmer le fait que Abdelmadjid Tebboune en parle, c'est bien. Ça, on est d'accord. Mais justement, ce président, qu'est-ce qu'il fait? Il évoque ces choses-là. En plus, bon, ma question, c'était plus un peu d'essayer de cerner sur le fait que hier, effectivement, pour réagir aussi à ce que disait notre invité universitaire, jeune citoyen algérien, qui est à l'Ebrach, il disait effectivement qu'il y a quand même ce décalage où on entend ces responsables politiques sur ces points-là, mais par exemple Abdelmadjid Tebboune, pour l'instant, on n'a pas spécialement entendu sur les haragas, qui est une question qui se pose dans ce pays-là. Oui, j'y arrivais, justement, j'y arrivais. Vous m'avez coupé sur la route, mais je reprends le péage. Donc, on arrive sur la question maintenant intérieure et qui a été évoquée par votre invité. Et ce qui est d'ailleurs le plus problématique, moi j'ai beaucoup évolué dans mes positions, c'est une position que j'ai fait évoluer et j'avais pris d'ailleurs des positions sur votre plateau en disant que, parce que moi je sais me remettre en question, c'est de dire que je disais
que la politique étrangère, c'est la politique étrangère, et la politique intérieure, c'était autre chose. Non. J'ai beaucoup évolué sur cette question, et je me rends compte que ce qui pose de très très grands problèmes en Algérie, ce sont les problèmes intérieurs. La question des harragas n'a jamais été abordée. Imaginez-vous qu'en Conseil des ministres, jamais cette question n'a été évoquée une seule fois, comme s'il n'existait pas, ce que je trouve tout à fait désolant et regrettable. La question aussi liée, et votre invité l'a évoqué sur la question du SMIC, etc., et la question de comment on met fin à toute cette corruption qui est énorme. Je vous donne quand même un exemple qui est tout à fait représentatif de ce qui est très problématique en Algérie, que ce soit du président de la République, des institutions judiciaires, policières et autres. J'aimerais que l'on m'explique, quand tout le monde sait que dans une région comme Khenchla, il y a des centaines de logements qui ont été attribués à 2 familles. Tout le monde le sait. Mais comment ça fait-il que le président de la République, parce qu'il doit l'entendre, les instances judiciaires doivent le savoir, rien n'est fait. Là, ça commence à être très très problématique, et c'est la raison pour laquelle je me remets totalement en question sur l'incapacité, bien que, je le dis, je le répète, le président a une bonne volonté, mais la bonne volonté n'est pas l'apanage des Algériens qui veulent évoluer socialement, professionnellement. Donc j'invite le président de la République à prendre des choses à bras le corps et de passer du discours. Merci Jamel Guessoum, merci infiniment. Tarek Braïk, le mot de la fin avec vous. On aura le plaisir demain soir de continuer à décortiquer en profondeur aussi sur l'économie, aussi la partie politique. Tarek Braïk, on avait l'impression hier, pour terminer, que le chef de l'État algérien était seul. Il n'y a pas de contre-pouvoir en Algérie, il n'y a pas de médias effectivement d'opposition qui peuvent le piquer, on n'a pas entendu de politique aussi qui aurait pu l'interpeller sur la gestion des feux, entre autres, c'est le dernier exemple, le dernier drame, mais il y en a entre autres. Quand on voit la dernière communication du chef de l'État, donc on voit qu'il est clairement seul et il s'adresse au peuple, mais réellement ce qui dit au peuple est en déphasage de ces revendications du peuple. Moi, si j'ai un appel à faire pour le chef de l'État et ainsi que les tenants du pouvoir, il y a encore de l'espoir, il y a aussi une opportunité de redresser les choses et d'appeler toutes les forces vives, toutes les personnalités politiques de l'opposition, toute la jeunesse qui est en Algérie, qui est aussi pas isolée cette jeunesse parce qu'on a beaucoup de compétences. On doit s'asseoir, on doit discuter les choses et il y a vraiment un espoir de redresser les choses. Il faut juste que les tenants reviennent à la sagesse et il y a un véritable espoir, surtout qu'il nous reste une année prochaine élection. Donc, dans cette année, j'invite les tenants du pouvoir à discuter, à lancer une initiative politique afin de redresser les choses. Merci, cher Tarek Braïk, d'avoir été avec nous. Merci, Jamel Guessoum. Dans quelques instants, vous aurez un rendez-vous avec l'Amra. Bonne soirée à tous. Prenez soin.